Eh bien, parlons de la chronique économique de Philippe. C'est mon pognon, j'en ai rien à cirer. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On parle du futur du rugby comme souvent dans la chronique de Philippe Spanghero et on s'intéresse au Seven. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut le rappeler, les féminines se sont imposées dans le tournoi de Dubaï aujourd'hui en battant le Canada, il me semble, en finale. Bravo à elles. L'équipe de France a perdu en finale du premier tournoi à Dubaï, notamment face à l'Argentine. Ce sont ça pour les hommes. Le Seven, si vous ne le suivez pas, c'est une énorme machine. C'est un cirque un petit peu ambulant avec des étapes dans le monde entier, dans des stades incroyables du monde entier, une fête assez internationalisée, Philippe Spanghero, et c'est peut-être le futur du rugby. C'est une question qui revient souvent. Alors, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité ? D'abord, quelques éléments de contexte. Le 7 a plusieurs particularités contrairement au 15. D'abord, c'est un sport olympique. Donc qui offre une exposition très forte pendant les fenêtres olympiques. Et puis ensuite, c'est un sport qui a pris un ancrage très fort dans des territoires où le 15 n'existe pas et des territoires qui sont des places financières très fortes, comme à Hong Kong, à Dubaï ou aux États-Unis, à Las Vegas par exemple. Donc le 7 a cette particularité d'avoir trouvé une place sur des territoires très internationaux où le 15 n'arrive pas à émerger, et en plus de ça, a la capacité à avoir des équipes qui performent régulièrement au niveau international, de pays qui sont des pays pas du tout culturellement rugby, comme le Kenya, comme l'Espagne, ou encore certains pays asiatiques comme Hong Kong qui performent régulièrement, ou les équipes des États-Unis. Oui, est-ce qu'on peut imaginer le Seven comme un futur relais du 15 dans le sens où, finalement, ces pays-là où le 15 n'est pas bien implanté ou n'est pas implanté historiquement, le 7 devienne une belle porte d'entrée pour ce monde qu'est le rugby, d'autant plus que c'est une discipline olympique. Alors, ça peut être un relais économique, ça c'est une certitude. Par exemple, en prenant l'exemple d'Hong Kong, qui est une terre qui se développe rugbystiquement, c'est clairement le Hong Kong Seven qui est la machine à cash et qui offre des moyens à cette fédération pour se développer ensuite sur le 15 et structurer son développement au sens large. En quelques mots, mais le Hong Kong Seven, c'est un peu plus de 10 millions de dollars de bénéfices annuels pour la fédération hongkongaise. À titre de comparaison, c'est quoi ? À titre de comparaison, c'est quasiment équivalent aux recettes d'un tournoi destination pour l'équipe de France, qui a en plus donc tout un tas étape, de charges. un week-end du circuit mondial à 7 à Hong Kong, c'est l'équivalent des recettes du tournoi destination pour l'équipe de France sur 6 semaines. Oui, en billetterie, en relations publiques, en sponsoring, c'est ça, ouais. Ouais, c'est incroyable. Mais il faut se rendre compte. C'est incroyable, c'est incroyable, mais c'est clairement le 7 a cette capacité. Il y a quelque chose qui est très à la mode dans le sport actuellement, c'est ce qu'on appelle l'entertainment. C'est comment créer de ce que font très bien les Américains. C'est comment créer un spectacle, un show pour attirer tous les publics et notamment les publics les plus jeunes. Et pour avoir suivi plusieurs étapes majeures de 7. C'est clairement ce que le 7 est capable de faire. Alors après, il y a toujours cette comparaison. On peut se poser la question de savoir si c'est réellement le même sport. Il n'y a pas besoin des mêmes capacités physiques, du même profil de joueur. Il n'y a pas les mêmes règles. La compréhension est beaucoup plus simple. Donc, ce n'est pas facile de comparer les deux. En tous les cas, est-ce que le rugby à 7, pour répondre à la question, peut être un relais de croissance pour le rugby à 15 ? J'en suis sûr, parce que ça a la capacité à élargir l'audience. Élargir l'audience et créer de l'entertainment, ça veut dire générer de nouaux revenus. C'est plus accessible aussi en termes de règles, en termes de compréhension pour le grand public aussi ? Bien sûr. Ça a beaucoup d'avantages. Et puis, encore une fois, le rugby à 7, c'est une fête. Et puis, il y a ces terres très fortes que sont historiquement Las Vegas, Dubaï, Hong Kong, qui sont des événements majeurs sportifs et qui doivent permettre un ancrage fort pour ensuite aller dupliquer ce type de format un peu partout dans le monde et tiré par, encore une fois, ces équipes, notamment le Kenya sur le continent africain,
qui jouent les premiers rôles sur la scène mondiale. Quels sont les territoires qu'on ne soupçonne pas qui sont en train de peut-être de rentrer dans ce rugby mondial à 7? On a vu notamment l'Ouganda là dans ce tournoi qu'il y a eu du côté de Dubaï avec les féminines et les masculins. Voilà, l'Ouganda par exemple est une nation émergente. Mais est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qu'il faudrait surveiller? Il y a plusieurs nations asiatiques. Le Japon qu'on a découvert à 15 et qui se structure à 7. La Chine qui a de vraies velléités de développement sur ce sport. Et puis la plupart des pays africains qui ont des athlètes qui répondent aux contraintes du rugby à 7, des joueurs très athlétiques qui courent vite, des gabarits assez homogènes, qui ont besoin de moins de techniques individuelles. Il n'y a pas besoin de premières lignes qui sont des postes très durs à trouver avec une technicité particulière. Il n'y a pas besoin de demi d'ouverture, de demi de mêlée. C'est pas les mêmes attentes qu'on peut avoir en termes de profil de joueurs. Et clairement, avec ce qu'on voit de l'émergence de certains pays africains sur ce sport et de la volonté de pays asiatiques de performer sur la scène mondiale, avec la volonté aussi des États-Unis, mais qui est plus nouvelle, qu'on voit depuis quelques années. Je pense qu'on peut dire clairement que c'est plus un fantasme aujourd'hui. Le 7 est devenu un vrai sujet pour les grandes fédérations quinzistes et doivent être traitées de façon particulière. On voit que toutes les grandes fédérations ont pris le sujet à bras-le-corps, et particulièrement la fédération française qui s'est bien structurée, qui a salarié ses joueurs depuis quelques années pour vraiment professionnaliser le système et avoir un squad toute l'année à Marcoussis pour préparer les grandes échéances mondiales. Et la fédération française, comme la plupart des autres fédérations, ont des attentes importantes en ce qui concerne ce sport qu'est le rugby à 7. Une question d'un auditeur, c'est Juju qui nous appelle de l'Hérault du 34. Bonsoir Juju. Oui, bonsoir Philippe. J'avais deux questions, mais vu que le match va reprendre, donc je vais en donner qu'une. Vas-y. Non, honnêtement, c'est savoir par rapport à... D'abord, c'est pour dire que le 7 est primordial aussi pour le 15. Les joueurs qui passent par le secteur du 7 amènent des capacités notamment physiques, d'appui, de lecture de jeu, de vitesse, et ça c'est important aussi par rapport à notre jeu de rugby à 15. Donc je pense qu'il peut y avoir une transversalité entre les deux, que ce soit rugby 7 et 15. On peut le voir même avec un Vakatawa qui a excellé avec le 7 et qui excelle bien sûr. Oui, qui est revenu d'ailleurs, pardon de te couper, mais qui est revenu au 7 après avoir été entre guillemets éjecté, mais plus invité de l'équipe de France à 15, et qui a profité du 7 pour se perfectionner. Exactement, et exceller et être le meilleur presque joueur de rugby à 7. Et ma première question rapide, c'était quand tu vas, un joueur, parce que j'ai un peu ma réponse, mais quand un joueur doit aller pour le 7, ne peut plus être sous contrat avec le 15, si jamais un joueur de club va avec le rugby à 7, et il est pas sous contrat, il fait pas un tournoi, puis il peut revenir en club. C'est ce que fait l'actuel Jean-Pascal Barak, non ? Ouais, faire comprendre un peu aux auditeurs, à tout le monde. Il y a peut-être plus de passerelles ouvertes, j'ai l'impression. Il y a des passerelles où maintenant, c'est soit tu vas avec le 7 et tu as un contrat, ou soit tu restes au 15 et tu as un contrat. Non, je crois que la fédération française est assez souple par rapport à ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des joueurs de très bon niveau. Donc, les joueurs de très bon niveau, par définition, mais ils ont certainement des engagements avec des clubs majeurs. Donc la fédération est obligée d'être assez souple. Je pense que rien n'est figé, c'est des discussions de gré à gré. Le circuit mondial, il est assez court en termes de périodicité. Donc il y a encore une forme de souplesse vis-à-vis du rapport au club du côté de la fédération. Mais en tous les cas, tout ça se structure. C'est des enjeux financiers importants. J'ai pris volontairement l'exemple d'Hong Kong qui est la Mecque du rugby à 7 pour vous donner les échelles en termes d'enjeux financiers. Et le vrai sujet, encore une fois, c'est l'entertainment qui est capable de créer le rugby à 7 et qu'on a du mal à trouver au rugby à 15, puisqu'on le voit, on a du mal à rajeunir notre audience, particulièrement dans les stades, et c'est un vrai sujet. Et donc, avec l'initiative aussi de la Ligue, qu'on peut souligner avant de terminer, qui a créé sa vraie étape de rugby à 7,
autour d'un spectacle bien travaillé avec un partenaire titre. Le Super Qui est un Seven. nouveau partenaire, le Super Seven, avec un partenaire qui est in extenso, qui n'était pas sur le rugby jusqu'à présent et qui est vraiment allé sur ce sujet-là. C'était très sympa à regarder. Ce format-là. Ouais, c'était très sympa à regarder. Ouais, tout à fait. Mais j'ai plus le nom en tête, mais le petit demi-de-mêlée de Pau qui s'est fait une place, on l'a découvert. Clovis Lebaille. On l'a découvert. Ouais, Lebaille, Clovis Lebaille, on J'ai l'a connu. découvert au Seven l'année dernière. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et ça permettra de façon certaine de faire émerger des joueurs que les Donovan clubs Toffifenois, auront pas pu par lancer. exemple. Donovan Toffifenois, Ouais, tout à que des fait. clubs n'ont pas osé lancer à 15 par rapport à des enjeux sportifs trop importants, mais qu'ils lancent sur ce type de compétition et qui voient à quel niveau ils sont capables et à quelles exigences ils sont capables de répondre. Je donne une anecdote pour finir. C'est Terry Bourawa qui excelle au 7 et qui est un joueur de Seven, même capitaine dans cette équipe de France, mais qui, quand j'étais au Stade français, était revenu joueur à 15 au Stade français, mais inexistant et qui n'était plus du tout dans le circuit à 15 et qui arrivait plus à y jouer, pourtant a des capacités de vitesse pour une demi-mêlée, etc., et qui est reparti à 7. C'est parfois des profils différents. Ouais. Et petit quiz comme ça, qui avait remporté le Super Seven? Est-ce que vous avez une idée? C'était le Racing. Ouais, le Racing, effectivement, devant la section face à paloise. Ouais, devant la section paloise. Et, Avec une très belle finale. 28-12 en faveur des joueurs du Racing 92. Quentin Cabanis qui me demande mais où est le Castres Olympique? Sur Je ce ne sais sujet, pas. on peut faire aussi. Ils y étaient pour le coup. Oui, mais ils se sont inclinés face à Toulon en huitième de finale. Voilà. Ça s'est pas bien passé, mais ils étaient là. C'est vrai. Déjà. Comme tous les clubs Ils du top étaient, 14. la présence est primordiale. Exactement. L'important, c'est d'être présent. L'important, c'est participer. C'est ça, Exactement. tout à fait, Être bravo. occupé à gagner le top 14. Oui, tout à fait. Et, voilà, Quentin Cabanis. On donnera son numéro pour ceux qui veulent se plaindre. L'église au centre du village. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est complet. Philippe, on te retrouve à la fin de la rencontre entre Aix-en-Provence et Grenoble pour le conseil de classe Pro D2. Je te laisse t'y pencher dessus, nous envoyer tes avis pour qu'on en discute tout à l'heure. Le conseil de classe Pro D2 évidemment et je m'y mets. les pronos. Et surtout les pronos. Les pronos, vous savez quoi, on a décidé, c'est golden point, un double point pour les 4 quarts de finale. Donc soyez. Oh là là ouais, là, il y a des points au jeu là. Julien doit commencer à serrer un peu les fesses. Ouais, bah, À faire de l'huile. Bien sûr. Et bien on va revenir du côté du Stade Maurice David avec 16 pour Aix, 15 pour Grenoble.